Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Walgreens? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. Donc, je rappelle que le lien est dans la description de cette vidéo aussi. Et quand vous allez arriver, quand vous arrivez sur cette page-ci, vous allez voir que voilà, il y a plusieurs éléments qui sont marqués dans ce service Top Premium là, dont les analyses quantitatives également. Je partage chaque mois deux notes d'analyse ici sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, et essentiellement les entreprises nord-américaines, d'accord, qui, moi, me semblent sous-évaluées, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers et je les partage avec vous ici, d'accord, donc sur une petite note ici rapide, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai eu à mentionner précédemment, ok. Donc, n'oubliez pas, pour les 61 places restantes ici, en tout cas à la date où je tourne cette vidéo-ci, vous pourrez également avoir accès à la formation comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici au courant du mois d'avril, donc à la fin du mois d'avril. Je ne parle pas de lire les états financiers, je dis bien lire les rapports financiers. Quelles sont les questions à poser quand je commence à lire un rapport financier? Ok, par où je commence, où est-ce que je vais aller les chercher, etc. Ok, donc on va directement ici sur la compagnie qu'on appelle Walgreens. J'ai déjà fait une vidéo sur Walgreens il y a quelques temps, donc on va aller très très rapidement. Walgreens et CVS n'ont pas les mêmes problèmes. D'accord? Faites très attention. Walgreens n'a pas les mêmes problèmes que CVS. C'est un business ici qui essaye de se maintenir parce que la concurrence est de plus en plus rude. D'accord? Et c'est également un business ici, voilà, qui est en plein changement, qui essaie de vendre certains actifs ici européens, etc. Et je pense qu'elle a également un certain niveau de dette, si je ne me trompe pas. Si on va regarder la dette nette ici, on est à peu près à du 36 milliards par là. Et vous voyez que la dette nette ici a augmenté. Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté? On voit ici qu'il y a plusieurs petites acquisitions ici, plusieurs grosses acquisitions sur les dernières années, de l'augmentation de la dette nette. Donc maintenant, quand vous allez aller sur cette compagnie ici, il faut poser la question de savoir qu'est-ce que l'entreprise compte faire par rapport à la dette ici. En termes de PE, on voit que c'est une compagnie qui pourrait s'échanger à des PE de 17 fois les bénéfices, une compagnie assez mature ici, 17 fois les bénéfices par là. Si le marché est trop gentil, on pourrait même aller à 20 fois les bénéfices, mais ce n'est pas une entreprise qui s'échange à 10 fois les bénéfices généralement. Ce n'est pas du tout une entreprise qui s'échange à ces prix-là. Ok. Donc on peut également regarder ici au niveau de la dette nette sur Zone Bourse. Zone Bourse est plutôt à 9 milliards 200. 9 milliards 200 ici. Quand je vois ce genre d'informations, j'aime toujours aller regarder à peu près sur, un autre logiciel. Donc, j'aurais pris ici Yahoo Finance, par exemple. Donc, je peux mettre ici Yahoo Finance. Yahoo Finance, parce que la dette nette, c'est très important pour nous. Ici, il faut qu'on ait quelque chose qui se rapproche à peu près de la vérité. OK? Parce que si on va prendre une information qui est trop élevée, ou bien moins, enfin, qui ne reflète pas la réalité, ou bien qui ne se rapproche pas de la réalité ici, on aura tendance à avoir un prix qui est totalement différent. Donc, je regarde ici, en quarterly, net dette ici, on a à peu près du 12 milliards. OK. Donc, on prend 12 milliards ici de dette nette au 28 du mois de février 2023, selon Yahoo Finance. Selon Zone Bourse, ici, on a à combien? Zone Bourse, selon Zone Bourse, celui-là à combien? 9 milliards et poussière. OK, donc on va prendre, et alors que Coifin se retrouve à peu près à du 36 milliards. Donc Coifin, je pense qu'il y a un élément qui ne prend pas en considération ici. Ça peut être l'élément ici concernant, disons, les investissements ici dans donc les equity, si je ne me trompe pas, gross equity minority interest, je pense bien, parce que cette compagnie ici a des investissements dans d'autres entités ici, si je ne me trompe pas. Oui, il y a de grandes chances que ce soit le cas ici. Donc quand on va à current asset ici, cash et équivalent de cash. Quand tu vas ici à non-current asset, investment, OK. Donc, il y a certains éléments ici qui sont pris en considération qu'il faut aller regarder en profondeur. Alors, dans tous les cas de figure, on prendra la dette nette qui est affichée ici. 11 milliards, à peu près 11 milliards 900, je prendrais même 11 milliards 955. OK, donc 11 milliards 955 de dette nette, 955, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, nous avons à peu près combien? On a à peu près 864,3, on va l'arrondir comme ça, divisé par 864,3. Ça donne ici au total 13,83 de dette nette par action. OK, maintenant je cherche les PER de cette compagnie ici. Donc, toujours en sachant que le PER reste un rendement ici, je compare déjà les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de zigzags dans les net income, mais ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, d'accord? On vérifie toujours ça ici, vous voyez que voilà. Free cash flow a tendance à être au même niveau que net income ici,
D'accord, quoique net income sur les dernières années est un peu fluctue énormément, mais on a tendance à aller dans le même sens. Ok, je regarde également les analystes. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici par rapport à leur prévision de bénéfices nets? Oui, on a quelque chose qui se rapproche de la réalité ici. Sur les 5 dernières années, on s'est quand même trompé, avec une marge d'erreur supérieure ici à 20% ici. Donc vous remarquez ici que voilà, en 2020 ici, on s'est trompé avec une marge d'erreur de 32% ici. Donc, et en 2021 ici, c'était 22,19%. Quand c'est jaune, en fait, plus ou moins la marge d'erreur acceptée, c'est 20% ici. OK, parce qu'une prévision n'est jamais juste, d'accord? Une prévision n'est jamais juste. Vous pouvez dire ici que si les années s'attendent à 5 dollars l'action et que l'entreprise a 4 dollars 95 l'action ici, voilà, c'est raisonnable, ça va. Si on s'attend à 5 dollars l'action et qu'on a peut-être que du 4 dollars l'action, c'est un peu élevé quand même. OK, ou bien 3 dollars 50 l'action, c'est un peu bas par rapport aux prévisions. OK, donc faites attention. Ici, en termes de free cash flow, est-ce que les free cash flow également sont prévisibles? C'est à peu près le même langage, quoique les free cash flow ici auront tendance à fluctuer énormément parce que l'entreprise investit massivement dans ses actifs. C'est une entreprise qui est en pleine transformation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons un business ici, on s'attend à peu près du 5,18$ en 2025. 5,18$, je vous ai dit que je prendrai à peu près 17 fois les bénéfices ici. 5,18$ en 2025, ok, fois 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est de combien? La dette nette ici est de 13,83$, moins 13,83$. On sera aux alentours ici des 74$ l'action. Ce qui me permet de dire ici qu'il y a de grandes chances que cette compagnie soit extrêmement sous-évaluée. Mais il est où le piège, justement? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci? Vous remarquez que le prix baisse depuis 2015. Le prix baisse, c'est bien. C'est une bonne chose. Pour moi, quand un prix baisse, ça ne me dérange pas du tout, tant que les bénéfices nets restent au moins stables dans le temps. On remarque ici que pour les bénéfices nets ici, par action, on voit ici qu'on a une certaine diminution. Attention, ça c'est en termes de netting, ça c'est en termes de bénéfices par action. Donc ça peut être influencé ici par le rachat d'actions. Okay? En termes de volume, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a des bénéfices nets donc déjà qui vont... Voilà, on a quelque chose ici qui est à peu près stable, on va le dire comme ça. Même si, voilà, c'est parce qu'il faut toujours recoller les deux ici. Les free cash flow sont moins élevés, les bénéfices nets sont plus élevés. Les bénéfices nets sont négatifs ici, alors que les free cash flow sont positifs. Donc, il faut toujours recoller les morceaux ici. Quand on voit ce genre de variation, si on sait que c'est une compagnie il y a beaucoup de changements au sein de cette compagnie ici. Et c'est peut-être pour ça que le marché a un tout petit peu peur. Est-ce qu'il est judicieux de payer ici 15 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici? Point d'interrogation. Comme je l'ai dit ici, il faut fonctionner avec 3 PER, 10, 15, 17. Okay? Si on prend ce business-ci à 10 fois les bénéfices, soyons gentils. Enfin, quand on dit soyons pessimistes, à 10 fois les bénéfices, admettons que les bénéfices nets ici de 4,52$, c'est uniquement ce qu'on pourra avoir ici jusqu'à la fin des temps. Donc, si on paye ça à 10 fois les bénéfices ici, on paye à peu près 45$ l'action. C'est toujours plus... la valeur pourrait être aux alentours de 45$ l'action. C'est toujours moins élevé que ce qu'on a présentement ici. Enfin, c'est toujours plus élevé que ce qu'on a présentement ici. Si on réfléchit en termes de rendement sur coût d'acquisition, sans prendre en considération la dette, bien sûr, par rapport au prix actuel, donc 36$, on aura à peu près un rendement sur coût de 12,55. Uniquement par rapport au bénéfice net attendu en 2023. On ne parle même pas de ce qui est attendu en 2025 ici. On admet que c'est également une compagnie qui souffre à peu près depuis quelques années ici. Donc, on va déjà se dire que on va au moins, d'accord, on va d'abord se baser sur ce qui est attendu en 2023 ici. Pas trop extrapoler. OK, donc on a déjà du 12,55%. Maintenant, le rôle d'un investisseur ici, au-delà du dividende qui est stable et croissant ici, qui pourrait continuer à croître, c'est voir quel est le problème dans ce business-ci. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Sinon, vous ne pouvez pas investir ici à long terme tranquillement. OK, vous aurez tendance à vous inquiéter. Mais pourquoi le prix baisse? Pourquoi le prix baisse? Pourquoi le prix baisse? Le prix baisse peut-être parce que le business a en train de mourir, vous ne le savez pas. Le prix baisse peut-être parce que l'entreprise est très endettée, vous ne le savez pas si vous ne lisez pas, si vous ne recollez pas les morceaux. Et encore même, la dette ici est très gérable. Si on peut regarder ici la dette nette ici sur EBITDA, oui, c'est assez gérable en fait. Je n'ai même pas besoin d'aller regarder ça ici. On avait vu une dette aux alentours de 12 milliards ici. C'est une entreprise qui peut rapporter à peu près du 4 milliards par an. Donc quand on regarde bien ici, elle peut repayer la dette nette avec les free cash flow en moins de 10 ans ici, donc en moins de 3 ans même. Donc vous remarquez ici que c'est un business qui est assez stable en termes de bénéfices nets, qui est très stable ici sur les dernières années. Donc, ça semble être sous-évalué. Mais maintenant, le piège, il est où? C'est à cette question que vous devez répondre en lisant les rapports financiers. Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci? Okay? Est-ce qu'elle a vendu ses actifs européens? Parce que je sais que les actifs européens ne fonctionnaient pas très bien. Et elle a essayé de les vendre dernièrement. Je sais que ça n'a pas trop fonctionné.
Parce que les actifs européens ne gagnent pas beaucoup d'argent dessus, ou presque pas du tout. OK, donc elle voulait s'en séparer ici. C'est également une entreprise qui a eu une croissance ici énorme par acquisition. Et vous devez voir ici que la croissance par acquisition ici n'est parfois pas le meilleur choix. OK, et quand vous parlez de Walgreens ici et CVS par exemple, il faut vous dire que CVS a choisi d'être verticalement intégré. Donc CVS c'est une compagnie d'assurance, c'est un PBM, c'est une pharmacie, une chaîne de pharmacie, et c'est également une chaîne de clinique. Donc, CVS est verticalement intégré dans tout ce qu'on appelle ici comment on appelle encore ce segment-là? Ça m'échappe. Bref, c'est pas important ici. Enfin, quand je dis c'est pas important, vous ne devez pas comparer CVS et cette compagnie et Walgreens. Les deux ne se font pas la même chose de la même façon. OK? Les deux ne font pas la même chose de la même façon. S'il fallait choisir une entre les deux, je prendrais bien évidemment CVS qui est plus solide. D'accord, qui est plus diversifié, réellement diversifié, parce qu'ici, ça reste la vente ici au détail, et c'est un business très, très compétitif, parce que Walmart a des chaînes de pharmacie, Target, chaîne de pharmacie, Costco a des chaînes de pharmacie, Amazon également entre dans la danse, donc vous devez voir ici que ça devient de plus en plus compliqué. OK, donc si vous investissez ce business-ci, voilà, payez 10 fois les buts. Je pense que le prix actuel est intéressant, on va se dire la vérité. Au pire des cas, c'est peut-être une entreprise qui se fera racheter, mais elle est tellement grosse que ça m'étonnerait qu'elle se fasse racheter par une grosse entité ici. Mais voilà, quand on l'achète ici, c'est vraiment pour le dividende. C'est vraiment pour le dividende. Et si l'entreprise réussit à vous donner ici les 40 à 50 $ l'action, réfléchissez à peu près à peut-être réduire la position. Bref, en fait, c'est à vous de voir. Le prix actuel n'est juste pas mauvais. Et si vous l'achetez, c'est uniquement pour le dividende. OK? Donc, ça reste une entreprise assez correcte ici. Ce n'est que mon avis. Et je peux également me tromper. D'ailleurs, je me réserve toujours le droit de le faire. Mais comme je l'ai dit, au-delà du dividende, au-delà des bénéfices nets, au-delà des éléments quantitatifs ici, c'est ce qui devrait plutôt nous intéresser. Donc, il faut aller fouiner un tout petit peu au niveau des rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit par rapport à ce business-ci? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai ma petite idée, d'accord. Mais bon, je vais vous laisser aller faire le travail un tout petit peu, d'accord. Si on vous donne tout à la fin de la journée, vous n'allez pas chercher. Donc, allez-y faire le petit travail ici. Si ça vous intéresse, en termes de rendement de dividende, si ce dividende-là, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à le payer. En tout cas, au moins sur les 5 prochaines années, il y a de fortes chances que le dividende continue à être croissant. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.